Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour cette nouvelle année 2018, tous les vendredis désormais, juste au moment de partir en week-end, un des habitués de l'émission vous fera part de son coup de cœur en matière de livres, de spectacles, de films, d'expos. Et nous commencerons dès aujourd'hui avec le livre qui se trouve en ce moment sur le chevet de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Un beau livre en l'occurrence, je l'ai apporté avec moi, vous voyez. Un livre somptueux, mais avant cela, nous aurons consacré l'émission à ce qui a été le choc national que nous avons vécu il y a un mois exactement. Lorsque Johnny Hallyday est mort, rappelez-vous, je n'ai pas voulu ajouter ma voix au tumulte cacophonique des hommages et des pleurs. Je vous ai dit à ce moment-là que nous prendrions le temps de revenir tranquillement à tête reposée sur le phénomène Johnny. Eh bien, le moment est venu aujourd'hui. Et pour le faire, vous avez convié le réalisateur du documentaire Johnny Hallyday, La France Rock'n'Roll, un documentaire qui a été diffusé sur France 2 le lendemain de la mort du chanteur. Oui, Jean-Christophe Rosé est un grand documentariste. Il a fait un film passionnant que vous avez sans doute vu. Je suis content qu'il ait accepté de venir parler avec nous de ce phénomène rock en France, de son rôle notamment sur la baby boom génération. Nous serons aussi dans une demi-heure maintenant en liaison avec Sylvie Vartan depuis Los Angeles. C'est une grande marque de confiance et d'amitié que nous fait Sylvie. Elle a toujours été chez elle sur l'antenne d'Europe 1. Que font les gamins à l'été 62 ? Eh bien, à la plage, à la campagne, dans les familles, une grande partie d'entre eux s'arrachent le premier numéro d'un mensuel au titre déjà mythique, Salut les copains. C'est la version papier de l'émission de radio qui est en train de transformer la jeunesse depuis 3 ans sur Europe numéro 1. Ce premier numéro a été tiré à 200 000 exemplaires. Il a été épuisé en moins de 2 jours. Et ça a été une surprise pour Franck Thénault et Daniel Philippaki, les créateurs de l'émission et du magazine, qui ne savaient pas ce qu'allait donner ce magazine papier. Ils y croyaient quand même assez pour avoir investi dans son impression et dans sa diffusion leurs propres économies. Pour 1,50 franc, nouveau franc s'entend, ce premier numéro vous offre des paroles de chansons, un concours, des nouvelles des artistes américains de rock. Vous y retrouvez Eddie Mitchell, découvrez ou redécouvrez 13 grands groupes de rock, un hit parade, un questionnaire, beaucoup de photos, 8 pages de mode avec pour mannequin Sylvie Vartan, et l'édito affirme: pour la première fois dans un monde établi et mené par les plus de 20 ans, les moins de 20 ans ont droit à la parole. Mais dites-moi, qui est avec Sylvie la star de ce premier numéro ? Johnny Hallyday, bien sûr. Lui aussi a moins de 20 ans. Il vient d'en avoir 19. Il est en une avec son terrible sourire. Johnny est alors l'idole des jeunes. Sa carrière a commencé au Golf Drouot, la première discothèque rock où il a rencontré un certain Claude Moine qui se fait appeler Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. En 1960, à 17 ans à peine, il sort les titres Souvenir, Souvenir, Laisse les filles, Itsy Bitsy Petit Bikini qui sera reprise par Dalida. Il fait ses débuts sur une scène parisienne à l'Alhambra en première partie des spectacles de Raymond DeVos, figurez-vous. Ah, ouais. N'allez pas croire pour autant que ce soit des débuts faciles. Dans une interview à Match en 2009, Daniel Philippaki disait « La première fois que j'ai vu Johnny Hallyday, il était sous contrat avec la maison de disques Vogue qui appartenait à 3 spécialistes de jazz. Ils n'ont pas eu de meilleure idée que de faire jouer Johnny en première partie d'un festival de jazz à la salle Wagram avec Sidney Bechet en vedette. Ça a été catastrophique. Il s'est fait injurier, couvrir de crachats, jeter des bouteilles de bière à la figure. Je l'ai emmené dîner à la Coupole après, il pleurait. » L'année suivante, il se produit en vedette devant 5000 personnes au Palais des Sports. Grande salle, le Palais des Sports, c'était là aussi une forme de révolution en soi, dans le cadre du premier festival international du rock. Johnny n'interprète que 7 chansons lors de la première représentation, 9 dans la seconde, mais c'est l'émeute. Johnny est là qui crie, qui se roule par terre, lance sa chemise dans le public, la foule se jette sur le chanteur, la sécurité, alors disons-le, est complètement débordée par la situation. Des sièges sont cassés, balancés, des incidents éclatent même entre des fans de Johnny Hallyday et des fans de Richard Anthony, autre idole de la période, qui ne peut pas monter sur scène. Les violences sont telles qu'un député va proposer quelques jours plus tard de faire passer une série d'amendements pour interdire ces rassemblements hystériques. Il ne faudrait pas croire que tout ça se soit passé uniquement dans la bonne humeur quand même. Johnny se produit également pour la première fois en vedette à l'Olympia.
Le titre retient la nuit, écrit par Charles Aznavour, adoucit l'image d'un Johnny Hallyday qui était quand même un peu, qui était certes l'idole des jeunes, mais qui était aussi la peur des parents, si je puis dire. Henri Salvador le traite de guignol, tandis que la critique du Monde, Claude Sarraute, écrit à propos de ses concerts: j'avoue avoir pris aux soubresauts, aux convulsions, aux extases de ce grand Flandrin rose et blond le plaisir fait d'intérêt et d'étonnement mêlés que procure une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes. Donc. C'est donc logique que Johnny Hallyday soit la star de Salut les copains, la seule émission de radio qui s'adresse personnellement, directement, nommément à la jeunesse. Johnny Hallyday est un habitué de ce programme, donc présenté par deux passionnés de jazz au départ, Teno et Philippe Aki, qui étaient les animateurs de l'émission pour ceux qui aiment le jazz. Salut les copains est diffusé sur Europe numéro 1 depuis 59. Elle rassemble en moyenne plusieurs millions d'auditeurs chaque fin d'après-midi, entre 17 et 19 heures. Salut les copains était la première émission à croire vraiment en cette nouvelle génération, ce nouveau type, si je puis dire, de chanteur, et en Johnny tout particulièrement. Ces chansons ont été souvent le chouchou de la semaine, c'est comme ça qu'on disait, avec des titres diffusés en début et en fin de chaque émission pendant une semaine entière. Elles ont également, ces chansons, été classées numéro 1 au premier hit parade de SLC, comme on disait. En retour, Johnny Hallyday sort un album studio en 61 qui s'intitule précisément Salut les copains. Il faut vous dire que Lucien Maurice, qui pilote tout ça à l'époque, évidemment, sait voir le vent venir. Lucien Maurice n'a pas cru, disons les choses, au début dans Johnny Hallyday. Il a même brisé le disque que Johnny lui avait fait parvenir, T'aimer follement. Il avait dit à l'époque, ce garçon ne fera jamais rien. Oh, il est toujours temps de changer d'avis. On peut toujours se tromper, bien sûr. S'il arrive souvent en retard, s'il est souvent on peut dire que il est souvent l'invité de Daniel Philippaki, dont la règle d'or est le tutoiement. Johnny tutoie également les jeunes auditeurs qui appellent le standard, et parmi le courrier qui s'accumule, beaucoup de lettres adressées à l'idole des jeunes. Alors, il n'est pas la seule star. Il y a bien sûr Sylvie Vartan, Richard Anthony, Claude François, Sheila, Dick Rivers, Françoise Hardy, Eddie Mitchell dont je parlais tout à l'heure. Leurs disques également tournent en boucle dans l'émission, mais le plus populaire incontestablement, c'est Johnny en février 63, alors que Salut les copains atteint les 800 000 exemplaires vendus chaque mois, le magazine là. Johnny Hallyday est de nouveau en une du titre avec qu'il soit oui ou non votre idole, voici enfin le vrai Johnny. Et 3 mois plus tard, pour le 10e numéro, il pose en une avec Sylvie Vartan, assis sur une plage face à la mer. Pour le premier anniversaire du magazine, un numéro spécial est édité, 132 pages dont 38 en couleur, 7 portraits géants détachables et toujours Johnny en une. Et pour fêter ce premier anniversaire, Philippe Aki a une idée, organiser un grand concert gratuit en plein Paris, place de la Nation, retransmis en direct sur les ondes d'Europe numéro 1. La date est fixée au 22 juin. Johnny Hallyday sera une des têtes d'affiche. La seule publicité faite est une annonce aux auditeurs de Salut les copains. Venez tous samedi soir à 9h, place de la Nation. Il y aura Johnny, Sylvie, Richard. Ce sera formidable. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez un mois jour pour jour après la mort de Johnny Hallyday, vous nous racontez son histoire et les liens très forts entre Johnny Hallyday et l'émission de radio Salut les copains, qui était sur Europe numéro 1, bien sûr, au début des années 60. Alors l'émission, on l'a bien compris, elle est très écoutée par les ados. Mais quel genre de musique écoutent les adultes et les plus âgés ? Ah ben alors vous avez tous les grands chanteurs à texte, c'est la grande époque quand même, Georges Brassens, Jacques Brel, Aznavour, Piaf. Ah bah oui. C'est aussi l'époque de l'opérette avec des artistes comme Luis Mariano, Georges Guettari. Et puis les intellos, eux, vont plutôt vers la musique jazz. On diffuse beaucoup d'accordéons à cette époque, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui. C'est que jusque dans les années 70, Europe 1 par exemple avait une émission hebdomadaire consacrée à l'accordéon et à André Verschuren, etc. Alors, c'est pas vraiment ce public qui afflue, inutile de vous le dire, place de la Nation le samedi 22 juin 63, avec ce grand podium pour le concert spécial. À 18h, il y a déjà 3000 personnes qui se pressent aux abords de la place. Très belle fin d'après-midi, faut vous dire. Et puis, arrivent peu à peu des milliers, des dizaines de milliers de personnes. La barre des 30 000 seuil qui avait été prévu par les organisateurs est très vite dépassée. À 21h, quand commence le concert,
tandis que face à la scène, des spectateurs sont assis. La place de la Nation est littéralement noire de monde. Des gens sont sur les balcons, sur les toits, sur les voitures, les camions, dans les arbres, sur les auvents des cafés, des marquises des restaurants. Certains s'agrippent même aux gouttières, aux lampadaires. Les organisateurs sont complètement débordés une fois de plus. 3000 policiers essaient d'encadrer cette masse infinie de jeunes, de contenir cette foule. On a même mis en place des barrières métalliques à chevrons. C'était l'une des toutes premières fois que ça a eu lieu en France. On est habitué depuis, j'allais dire hélas. Sur la scène, les artistes se succèdent. Un groupe de filles, les Gams, Daniel Gérard, Franck Alamo, Richard Anthony, les Chaussettes Noires, donc le groupe d'Eddie Mitchell, et les Chats Sauvages, celui de Dick Rivers, et bien sûr Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui arrive et repart à bord d'un fourgon de police tellement on craint l'émeute. Celles et ceux qui sont les plus éloignés de la scène n'ont sans doute rien entendu parce que, disons-le, les sonos de l'époque sont quand même pas celles d'aujourd'hui. Mais peu importe, le public est enthousiaste. Un public constitué de générations quand même assez différentes, comme vous allez l'entendre dans cette archive au micro Europe numéro 1, bien sûr, de Roger Ardouin. Monsieur, vous êtes concierge de l'immeuble. Tout ce bruit, ça vous ennuie beaucoup ce soir? Non, ça ne m'amuse pas, c'est les jeunes qui s'amusent. Qu'est-ce que vous pensez du twist? Moi je suis vieux, j'ai 66 ans. C'est la musique des jeunes. Dans mon temps, c'était la java, c'était la polka, c'était la valse et tout ça. Moi, de mon temps, c'était le Charleston. Et j'ai été champion de Charleston, monsieur. J'ai 52 vers, je ferai une démonstration. Sur l'estrade, je danse peut-être mieux que Johnny Hallyday. Dans la foule, il y a surtout des jeunes gens de 18 à 20 ans, mais il y a également des personnes d'un certain âge et il y a aussi de tout jeunes enfants. Quel âge avez-vous? 11 ans. Ah bon, qui est-ce qui a décidé de venir ici à la fête ce soir? C'est vous ou vos parents? Nous, Bon, vous êtes venu pour qui? je préfère Johnny Hallyday Pourquoi? parce qu'il a plus de rythme que Richard Anthony. Quel âge avez-vous? 13 ans. Vous aimez ce qui remue, ce qui bouge? Oui, voilà, j'aime l'ambiance. C'est J'aime génial. l'ambiance. Alors, il y a quand même eu quelques débordements et Paris Presse, par exemple, titre le lendemain 500 voyous terrorisent 150 000 spectateurs attirés par les idoles des jeunes. Un reporter écrit: salut les voyous, il y a des lois, une police, des tribunaux, il est temps de s'en servir avant que les barbares de la nation ne saccagent l'avenir de la nation. Vous imaginez? Et dans le Figaro, on peut lire: il a suffi à 3 idoles du twist de paraître pour jeter 200 000 Parisiens de moins de 20 ans dans des transes furibondes d'un invraisemblable culte de la nullité. Quant à Philippe Bouvard, peut-être encore plus acide, il écrit: quelle différence entre le twist et les discours d'Hitler au Reichstag, si ce n'est un certain parti pris de musicalité? Drôle de À comparaison. la télévision, qui fait son entrée dans les foyers français, et qui a à l'époque qu'une chaîne en noir et blanc, bien sûr, le concert de la Nation n'est évoqué que dans un seul programme, H. Tendre et Tête de bois. C'est l'émission d'Albert Esner, bien entendu. Daniel Philippaki répond aux critiques. Aucune formation politique n'a jamais réussi à mobiliser une telle armée de moins de 20 ans, dit-il. Voilà pourquoi nous sommes attaqués, ce qui n'est peut-être pas entièrement faux, et c'est tout le fond de la conversation que nous allons avoir avec Jean-Christophe Roset tout à l'heure. Quelques jours plus tard, le 6 juillet, Edgar Morin, le sociologue Edgar Morin, publie dans Le Monde un long article intitulé « Une nouvelle classe d'âge ». Et il décrit 150 000 décagénaires, et on disait pas teenagers à l'époque, vous voyez, étaient au rendez-vous sabbatique manifestant cet enthousiasme qui a le don d'ahurir totalement l'adulte. Les communications de masse, presse, radio, TV, cinéma, ont joué un grand rôle dans la cristallisation de cette nouvelle classe d'âge en lui fournissant mythes, héros et modèles. Dans un premier stade, le cinéma fait émerger les nouveaux héros de l'adolescence qui s'ordonnent autour de l'âge exemplaire de l'image exemplaire de James Dean. Dans un deuxième stade, c'est le rock qui joue le rôle moteur. Mais tous les moyens de communication sont engagés dans le processus. Elvis Presley devient vedette de cinéma, comme vont peut-être le devenir en France Johnny, Sylvie, Françoise, qui tournent leur premier film, la seconde Françoise prenant place dans le char de la première, Sagan. Et Edgar Morin décrit les points communs de cette classe d'âge, les vêtements, des nouveaux biens comme l'électrophone, la guitare électrique, la radio, 45 tours, les cérémonies de communion, surprise party et spectacles de music hall. Il invente un terme, yéyé, pour qualifier cette nouvelle classe adolescente en référence aux nombreuses onomatopées qu'on trouve dans les chansons. Le yéyé immerge dans les contenus de la culture de masse pour adultes, certes, mais nous ne devons pas dissoudre son caractère propre, écrit Edgar Morin. Celui-ci nous introduit dans un jeu pur, dans une structure de vie qui se justifie essentiellement dans le sentiment du jeu et dans le plaisir du spectacle. Yéyé est quelque chose qui sonne comme le dada de Zara et quelque chose qui sonne déjà
déjà le gaga. Il y a un message d'extase, sans religion, sans idéologie, qui nous est venu par une prodigieuse injonction de sève noire, de négritude déracinée dans la civilisation américaine et qui s'est incorporée dans l'humanité du XXe siècle. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du phénomène Johnny Hallyday. Et on peut dire que le phénomène est réellement né lors de ce concert à la Nation, place de la Nation, le 22 juin 1963. Oui, et maintenant Johnny multiplie les concerts, les galas. Il fait son 3e Olympia pendant 6 semaines au début de l'été 64. Vous imaginez ça? En couverture du numéro 22 de Salut les copains, on le retrouve en tenue militaire. Et il s'en va effectuer 18 mois de service militaire en Allemagne, au 43e régiment d'infanterie de marine d'Offenburg. L'armée va profiter de cette séquence pour tourner des petits films à l'attention de la jeunesse. Des émissions de variété sont réalisées en direct de la caserne. Johnny Hallyday continue d'enregistrer des chansons. Il apparaît donc en tenue militaire sur les pochettes de disques. On suit sa vie, si vous voulez. À l'automne, sur Europe numéro 1, la chanson Le Pénitencier est matraquée, selon la formule de Lucien Maurice lui-même. Compte tenu de son service, quand même, Johnny disparaît un peu des unes de Salut les copains. Sylvie Vartan, Claude François, Eddie Mitchell, Dick Rivers lui volent d'une certaine manière la vedette. Et pourtant, le numéro 34 de mai 65 le remet en une aux côtés de Sylvie, et pour cause, les deux artistes se sont mariés quelques semaines plus tôt, le 12 avril, à Loconville, dans une véritable hystérie collective. Toute la presse va en parler, y compris les titres nettement plus compassés. L'Express s'amuse, adieu les copains. Pour fêter cette union, Salut les copains propose un album photo du mariage avec un supplément, Johnny Sylvie, 12 avril 65. Musicalement, après 18 mois de service militaire, Johnny cherche à se renouveler. La période yéyé est en déclin, le mouvement hippie, qui est nettement plus marqué, plus contestataire, va prendre de l'ampleur. Les titres des débuts ne sont plus chantés qu'en medley maintenant, ce qui va un petit peu déstabiliser les fans de la première heure, et les albums se vendent moins bien. Les concerts ne sont plus tout à fait à guichet fermé. Il y a une petite, courte traversée du désert. En une de Salut les copains, Johnny cède un peu plus encore la place à des groupes anglais comme les Rolling Stones bien sûr ou les Beatles. Une nouvelle génération de chanteurs français aussi, Hervé Villard, Christophe, Michel Polnareff, Antoine, qui propose dans la chanson Les élucubrations de mettre Johnny en cage à Medrano, rappelez-vous. Mais le Johnny en question s'accroche, figurez-vous. Le 12 avril 66 à 16h, le photographe Jean-Marie Perrier réunit 46 artistes au studio MacMahon, dans le 17e arrondissement, à l'Étoile. Portrait de groupe pour le poster central du numéro anniversaire de Salut les copains, un poster devenu mythique, et un artiste domine complètement le reste du groupe. Il est là, il est debout. Je n'ai même pas besoin de vous donner son nom. Bonjour Jean-Christophe Rosé. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez proposé aux Français vraiment au bon moment, si je puis dire, un très beau film sur le phénomène rock'n'roll en France et sur cette génération qui l'a porté en quelque sorte. Parce qu'on peut dire que Johnny et Sylvie sont les incarnations de la génération du baby-boom. Effectivement, ils naissent pendant la guerre. Et dans les années, à la fin des années 50 et 60, ils sont adolescents et ont 20 ans. Et ils partagent effectivement tout ce qui arrive à cette nouvelle génération qui naît après-guerre, dans les années 50. Et tout naturellement, ils vont baigner dans le même univers et donc partager les mêmes valeurs. Donc ils sont représentants de cette jeunesse à partir du moment où ils ont du succès. On est après la guerre, et le souvenir de la guerre reste présent chez tous ceux qui l'ont vécu, bien entendu. Cette génération-là, elle est née, elle, juste après. Elle a connu la période de la reconstruction, etc. Un monde très dominé par des adultes qui, néanmoins, deviennent, si on peut dire, minoritaires devant le phénomène tout simplement démographique de cette génération du baby-boom. Il y a eu énormément de naissances en 45, 46, 47, 48. Ça a été un phénomène. Et ces jeunes, ils ont envie qu'on leur donne la parole. Et l'exemple vient peut-être des États-Unis, non? C'est l'Amérique, Il y a deux choses. Il y a, dans les années 50, après-guerre, ce qui marque la France et l'Europe, c'est ce nouvel American Way of Life qui éclate aux États-Unis. Quelle est la ménagère qui ne rêve pas de ses machines à laver, de ses frigidaires
En plus, l'Amérique sait très bien exporter non seulement ses biens matériels, mais ses valeurs. Donc Hollywood, avec ses films, balance aussi en Europe non seulement les vieux crooners qui plaisent à leurs parents, mais tous les jeunes comme James Dean, Elvis Presley. Donc ils sont à la fois baignés, ces jeunes du baby-boom, par cette explosion américaine et puis par un rapport de force qui va jouer en leur faveur, puisque pour la première fois, l'équilibre s'inverse. C'est-à-dire que les jeunes deviennent plus nombreux que les adultes. Et à partir de là, le marketing aidant, ils vont aussi commencer à devenir une force économique. C'est ça, vous parlez de cette force économique, c'est fondamental. C'est-à-dire que on découvre qu'il y a un marché, et notamment grâce à cette invention qu'est l'électrophone, qui permet de vendre des disques aux gamins, en fait. Exactement, il y a l'électrophone, il y a la radio. La radio, les transistors. Le transistor qui permet comme ça d'écouter Salut les copains, peinards à l'écart des parents. Et donc, peu à peu se met en place une espèce de nouvelle génération qui non seulement a l'âge pour elle, qui représente quelque chose matériellement, économiquement parlant, et qui peu à peu va prendre le pouvoir dans les décennies à venir. C'est amusant de parler de tout ça dans un studio qui est le studio le plus historique d'Europe 1, c'est-à-dire à l'endroit d'une certaine manière où tout ça s'est fait. On imagine dans les micros où nous sommes en train de parler, Daniel Philippaki, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, qui étaient en train tout simplement de faire prendre conscience à la société de l'époque, à cette société du début des années 60, que les jeunes étaient là, qu'ils poussaient au portillon et qu'ils avaient beaucoup de revendications à faire valoir. Dans un instant, nous appelons les États-Unis, justement, nous serons en duplex avec Sylvie Vartan depuis Los Angeles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du phénomène Johnny Hallyday avec votre invité Jean-Christophe Rosé qui est réalisateur et qui a signé un très beau documentaire, Johnny Hallyday, la France rock'n'roll, un documentaire qui a été diffusé sur France 2 le 7 décembre dernier. Et je profite de cette émission pour vous présenter un roman de Gérard de Cortance, un roman européen. Laisse tomber les filles, c'est le titre. Il est paru chez Albin Michel et c'est l'histoire de 3 garçons et une fille. Le roman commence pendant les 30 Glorieuses, se termine pendant la marche républicaine du 11 janvier 2015 et bien sûr on revit le twist, encore l'histoire des baby roman boomers. D'une génération. Exactement, c'est avec le roman un CD, d'ailleurs. D'une génération avec des 68 arts, etc. Et ce roman, il est accompagné d'un CD et d'un vinyle avec bien sûr des sons très yéyé. Très yéyé. Mais justement, nous partons, si vous voulez bien, pour la place de la Nation. On était le 22 juin 1963 sur l'antenne d'Europe numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué déjà? Est-ce que vous êtes des vrais copains? Est-ce que vous savez taper dans vos mains? Est-ce que vous aimez le rock? Est-ce que vous voulez mettre de l'ambiance? Alors allons-y! Vous allez me faire les réponses, d'accord? Hey! Hey, baby! Est-ce que tu veux être mon ami? Nous sommes en ligne depuis Los Angeles avec Sylvie Vartan qui me fait l'amitié d'intervenir dans cette émission. Bonjour Sylvie. Bonjour Franck. Vous avez été, vous, l'une des grandes vedettes de ce concert de 63. Vous devez en avoir des souvenirs. Place de la Nation. Ah oui, des souvenirs flamboyants, je dirais. On n'attendait pas grand monde au départ ce soir-là. Oui, c'est-à-dire que je pense que Daniel Philippaki n'avait pas présumé les milliers de gens qui se sont pressés sur ce cours de Vincennes, qui était inondé de monde jusqu'aux arbres. Et j'avoue que moi, j'étais d'autant plus surprise parce que j'allais au lycée Hélène Boucher, qui se trouvait sur le cours de Vincennes. Oui. Et un an auparavant, la directrice, bon, c'est un lycée très très bien, un lycée de jeunes filles, très strict, etc. Et la directrice avait prié mes parents de me garder à la maison parce que je semais le trouble, c'est-à-dire que je chantais déjà.
Et comme je voulais terminer mes cours, enfin, ça n'a pas pu se faire à cause justement des réticences et de tout le chahut que je fomentais. Donc, en fait, ça m'a fait d'autant plus drôle de chanter. De se retrouver là devant cette foule gigantesque. Voilà, gigantesque, c'était très difficile à appréhender, mais évidemment, ça a donné une espèce d'implosion et de folie communicative, réciproque entre le public et le chanteur, en fait. Moi, j'étais complètement étonnée, portée, heureuse, évidemment. C'était la première manifestation jeune, on peut dire que c'est comme on peut dire. Le lancement du mouvement Yéyé en France. C'était cette soirée de 63. C'est le magazine Salut les copains qui avait organisé la soirée. C'était très important, Salut les copains, à l'époque. C'était vraiment le point de ralliement. C'était l'émission. Moi, je me souviens allant à l'école et vite rentrant chez moi pour ne pas manquer le Salut les copains et toute la musique nouvelle qui nous venait des États-Unis, le rock incroyable. J'avoue que moi j'étais bercé un peu par le rock, déjà par mon frère Eddie qui était mon aîné et qui était plutôt jazz, mais enfin le jazz, le rock, je connaissais déjà avant mes amis d'école, je connaissais Chuck Berry, Little Richard, tous les grands jazzmen aux concerts desquels j'assistais souvent avec Eddie justement. Et en France, tout ça commençait à prendre déjà avec une dizaine d'années de retard sur les États-Unis à peu près. Quels étaient les chanteurs? Alors, il y avait Johnny, il y avait vous, bien sûr, et qui d'autre parmi les stars, justement, de ce mouvement rock en France? Je dirais les Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait des chanteurs, mais ils n'étaient pas forcément rock. Et Elvis a déferlé sur la France. Moi, je me souviens écoutant aussi Brenda Lee. Oui, bien sûr. C'était une gamine qui était plus jeune que moi. Elle avait 13 ans à l'époque. Moi, je devais en avoir 16. Et j'étais absolument fasciné par sa façon de chanter et par les chansons qu'elle choisissait. Moi, je voulais faire ça absolument. Et vous avez été emporté par une sorte de vague. Ça a été incroyable. Il y a eu la tournée de... c'était pas une vague, c'était un tsunami. Un tsunami, c'est ça, mais incroyable. Et je pense par exemple à la célèbre soirée au Palladium à Londres, devant la reine d'Angleterre. Ça devait être incroyable tout ça. Oui, mais avec le recul... Quand je revois tout ça, évidemment, je le porte dans mon cœur. Mais là, c'est vrai que je vois beaucoup d'images, de choses comme ça qui ravivent mes souvenirs et qui mettent l'accent sur ce que j'ai vécu. Et c'est vraiment fulgurant. Enfin, je veux dire, c'est pour ça quand on me demande si j'ai la nostalgie de ces années, d'une certaine manière, oui, par rapport aux autres, mais pas par rapport à moi-même. Car moi, je n'ai aucune nostalgie. J'ai tellement... Vous les avez pleinement vécu, en fait. Mais voilà, mais bien sûr. Je n'ai rien à regretter, quoi. Rien ne m'a manqué, c'est vrai. Donc, c'était des années rouge et or. Et ces années rouge et or, vous les avez littéralement partagées avec Johnny Hallyday. Vous étiez en quelque sorte un monstre à deux têtes, un monstre sacré à deux têtes, on pourrait dire. On faisait le même métier aussi. Donc, on avait les mêmes passions. Tous côtés confondus. Enfin, et la même approche du métier? La même approche, tout à fait. On aimait les mêmes chansons. D'ailleurs, parfois, on se les disputait parce que c'était l'époque des adaptations. Et il y avait les adaptateurs qui étaient toujours plus ou moins les mêmes. Georges Habert, qui avait le monopole de ces chansons au départ. Et donc, les éditions nous approchaient en nous proposant des chansons... à adapter donc. Et alors évidemment comme nous aimions les mêmes musiques, les mêmes titres, on faisait la même chose plus ou moins. Et est-ce que vous aviez... Moi en fille et lui en garçon, c'est sa version. Mais est-ce que vous aviez l'impression, le sentiment d'avoir une sorte de responsabilité vis-à-vis de toute une génération qui s'identifiait dans vous deux en vérité? Est-ce que vous étiez les porte-enseignes de la fameuse baby-boom génération? Mais on ne s'en rendait pas compte. Honnêtement, voilà. C'est maintenant avec le recul et tous ces témoignages et tout ce qui déferle, parce que c'est vrai que c'était en fait une période de rébellion, en fait, une sorte de rébellion qui est venue
par les États-Unis, qui a commencé par les États-Unis. Et en fait, le monde s'est rendu compte que la jeunesse, les gens jeunes, qui étaient fin de l'adolescence, étaient un nombre incroyable et qu'ils avaient leur propre musique, leur propre façon d'être, leur propre habillement. En plus, c'était après la guerre, pas très longtemps après la guerre. C'était une sorte de convalescence et ça a apporté beaucoup d'excès dans le bon sens. Et de volonté. Aussi dans la créativité. Cette collaboration avec Johnny Hallyday, elle s'est poursuivie. Vous avez chanté quand même pas mal de duos ensemble pendant toute votre carrière, vos carrières respectives. Mais oui, on essayait de ne pas devenir un duo. Voilà, c'est ça. C'est vrai, on a beaucoup lutté. Mener chacun sa carrière. Oui, mais en même temps, on aimait chanter ensemble, on aimait partir ensemble en tournée, on en a fait quelques-unes, et c'est vrai qu'à la télévision, on a fait beaucoup de choses dans les shows de Mariti et Gilbert Carpentier, Bien dans sûr. les shows de Averti, enfin, c'est des moments... Averti, vous passez à sa moulinette, en fait. Oui, voilà, j'aimais beaucoup Jean-Christophe. On va vous entendre chanter ensemble dans un instant. Merci infiniment, Sylvie Vartan, d'avoir été avec nous depuis Los Angeles. Cet âge d'or, vous l'avez évoqué les 15 et 16 septembre dernier, c'était à l'Olympia, devant des salles archi-combles. Eh bien, succès oblige, nous serons là le 16 mars pour vous applaudir au Grand Rex. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du phénomène Johnny Hallyday. Nous revenons bien sûr sur sa sur son immense carrière cet après-midi avec votre invité, Franck. Vous recevez Jean-Christophe Rosé, il est réalisateur et il a réalisé le documentaire Johnny Hallyday, La France rock'n'roll, que vous avez peut-être vu le 7 décembre dernier sur France 2. Alors, parlons de sa vie un peu. Pourquoi ce nom de Johnny Hallyday, d'ailleurs, Jean-Christophe Rosé? C'est le pseudo qu'il fallait avoir au début des années 60? C'est le pseudo qui lui a été donné, enfin c'est toute une histoire, ce qu'il y a de beau dans la trajectoire de Johnny Hallyday, c'est qu'il part de rien, il s'est vraiment fait tout seul et il part vraiment de conditions c'est sa tante qui l'a élevé en fait, très défavorables. Donc c'est la sœur de son père qui l'a élevé avec ses deux cousines, Desta et Ménène, qui étaient danseuses de profession, qui faisaient des tournées. Et lors d'une de ces tournées, elles ont rencontré un jeune Américain qui faisait des numéros de cow-boy d'opérette, Lee Hallyday. Desta a eu le béguin pour Lee. Et ce Lee Hallyday, que Johnny fréquentait puisqu'il était toujours avec elle, avait un père qui lui-même, au cours d'une grave maladie, s'était fait soigner par un médecin qui s'appelait Hallyday. Et le nom des Hallyday est venu de là. Et Johnny l'a gardé, et ça tombait bien parce que ping, c'était en plein l'Amérique. Ouais, c'est ça, toujours cette Amérique. Je pense que le trait commun à toutes les carrières qu'on pourrait évoquer concernant cette génération yéyé, ces grands chanteurs, ce sont les États-Unis. C'était vraiment leur horizon, c'était là que se passait le rêve, si je puis dire. À partir de cette jeune génération, oui, parce que c'était Elvis Presley, en fait, l'idole. C'était Elvis. Le type qui était le plus rock en France, c'était Gilbert Bécaud. Donc c'était pas vraiment rock'n'roll, tandis que cette jeune génération a été baignée dans la musique rock et dans les films de Kazan, James Dean, Marlon Brando. Et c'est de là, effectivement, qu'est venue cette espèce de... Parce que le rock en Amérique, c'était une musique qui était faite pour les jeunes qui aimaient danser. Donc il y avait d'une part la musique et d'autre part les films hollywoodiens des jeunes révoltés. Et en France, ça a précipité à travers le phénomène des blousons noirs. Il y a eu un amalgame comme ça entre rock et révolte. Johnny lui-même découvre les États-Unis plutôt sur le tard. C'est en 62 son premier voyage. En 62, il fait son premier voyage à Nashville. Il avait voyagé avant dans toute l'Europe avec ses cousines et Lee Hallyday. Et en 62, il franchit le grand pas, il franchit l'Atlantique et il va en Amérique pour enregistrer d'ailleurs des grands hit parades, des grands standards de rock américain. Avec Quincy Jones, qui était un grand éditeur-producteur de l'époque,
Le disque ne marche pas très bien, mais par contre, il ramène Teenage Idol, qu'on a entendu tout à l'heure, un grand succès de Ricky Nelson. Il fera une tournée avec Jimi Hendrix plus tard. Alors oui, alors là, on saute carrément quelques années. On se retrouve au milieu des années 60, qui sont une grande période de bascule, parce que jusque-là, Johnny était vraiment considéré comme un chanteur yéyé. D'ailleurs, la photo dont vous parliez de Jean-Marie Perrier, qui est en 66, c'est en fait c'est le summum et c'est la fin du phénomène yéyé, parce qu'à partir des années 60, la vague américaine des chanteurs contestataires, le swinging London, la pop musique se met en place, et là Johnny va avoir du mal à retrouver ses marques, même s'il va le faire, mais à partir de 60, on peut dire qu'il va traverser durant une décennie une grande période d'estroy. Et cependant, il ne va, alors il y a des moments des hauts et des bas, mais il ne va jamais se laisser distancer d'une certaine manière. Et ce que je trouve étonnant dans cette carrière de Johnny Hallyday, c'est la quantité de très grandes collaborations qui l'émaillent. Il a travaillé avec Charles Aznavour, avec Michel Berger, avec Jean-Jacques Goldman, avec Michel Mallory, avec Pierre Delanoë. Il n'y a quasiment pas de grands musiciens, de grands créateurs de toute cette époque, et des grands écrivains également, avec lesquels il n'est pas travaillé. Ça, c'est une marque de fabrique de Johnny Hallyday, c'est qu'il a toujours très bien su choisir ses auteurs-compositeurs. Et donc, à chaque... Lui n'est qu'interprète, disons-le bien. Lui, dans 90% des cas, il n'est qu'interprète. Je crois qu'il y a juste une chanson qu'il a écrite lui-même, c'est Toute la musique que j'aime. Oui. Mais par contre, il a toujours bien choisi ses auteurs. Et en 66, justement, période de bascule, il choisit un de ses auteurs fétiches, qui est Gilles Thibault, qui lui écrit des longs cheveux courts pour cheveux longs idées courtes, oui, pour répondre à Antoine. C'est lui qui va écrire Que je t'aime. Enfin, il a toujours choisi des interprètes, des auteurs-compositeurs hors pair. Alors il y a eu la grande période du disque, même si nous l'avons vu, les tournées n'étaient pas absentes, loin de là, et il y avait déjà les grands podiums, etc. Mais les concerts monstres, les espèces d'événements extraordinaires, c'est carrément plus tard. C'est les années 80, 90, même 2000 encore, où il était capable de réunir des foules immenses dans des stades pour des événements qui sont tout à fait comparables à certains des événements qu'on peut voir justement dans le monde anglo-saxon. Oui, alors là aussi, c'est à la fois ce que vous dites et c'est un peu plus progressif. Oui, bien sûr. Des petites salles de l'Olympia. Moi, je ne suis pas très progressif parce qu'il est 14h49, mais sinon, j'essaierai de l'être aussi. Alors, si on veut synthétiser, effectivement, à partir des années 90, les disques font plutôt place aux grands rendez-vous, aux grands jubilés dans des grands stades qui rassemblent 80 000 personnes. Et effectivement, à partir de là, ce sont à la limite, il est devenu une institution, et ces grands concerts qui ont toujours lieu à propos d'une fête particulière, ces 50 ans 93 ou l'an 2000, comme ça, scandent en même temps les grands moments et les grands instants de notre histoire, oui. C'est quelqu'un qui faisait partie, on s'en est vraiment rendu compte avec la très grande émotion qui s'est emparée de toute la France au moment de sa mort. Il faisait vraiment partie de l'imaginaire des gens, non seulement de cette fameuse génération du baby-boom tellement importante dans les 50 dernières années, mais au-delà, dans toute la population française. Il a touché, je dirais, à tous les domaines d'expression et d'art. Et il a fait du cinéma, par exemple, Johnny Hallyday. Il a fait aussi du cinéma, mais disons que pour le cinéma, il a tourné, je crois, entre 20 et 30 films. Il est quand même, parce qu'il y a toujours ce parallèle avec Elvis, il a plutôt été Elvis, c'est-à-dire il a joué dans pas mal de films, mais qui n'ont pas toujours été des grands films, même rarement, contrairement à des crooners comme Frank Sinatra ou Dean Martin qui ont tourné avec les grands d'Hollywood. Donc il a fait des films, mais c'est plutôt le chanteur plus que l'acteur qui restera. Oui, bien sûr, ça, et de loin. Il a joué avec Catherine Deneuve dans Les Parisiennes. Ça, c'était les tout débuts de Johnny au cinéma. Les tout débuts. Alors, c'était justement l'époque où on voulait faire de lui un acteur-chanteur, voilà, à l'égal à l'américaine, oui. Alors que lui aurait aimé être ou acteur ou chanteur. Mais dans Les Parisiennes, il s'en tire bien parce qu'il est superbe. Il forme un couple magnifique avec Deneuve à l'écran et entre guillemets à la ville.
Et alors, justement, parlons des femmes. Nous avons eu cette interview de Sylvie Vartan tout à l'heure. Ça a été la grande affaire de sa jeunesse, le grand amour de Johnny Hallyday. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes dans sa vie, finalement. Johnny Hallyday... De femmes qui ont compté, je veux dire. Hein. Et vraisemblablement un homme couvert de femmes tout au long de sa vie. Oui, ça, bien sûr. Celles qui ont compté, au-delà des 5 qu'il a épousé, à mon avis, ce sont les 3 avec lesquels il a eu des enfants, c'est-à-dire Sylvie Vartan, bien sûr, Nathalie Baye et Laetitia. Je pense que Sylvie Vartan était le grand amour de sa jeunesse, une espèce d'amour fou et passionné. Nathalie Baye lui a ouvert des portes, ça tombe dans ce mi-temps des années 85 où il rencontre Berger, où il rencontre Goldman, où il élargit son public. Et Laetitia sera la femme des 20 dernières années de sa vie. Est-ce qu'on pourra voir votre documentaire en DVD, par exemple, un de ces jours? C'est prévu de l'éditer? C'est en cours, mais vous savez, les DVD, il y a des problèmes de droits monstrueux, de musique, archives. Surtout là, oui, bien donc sûr. Tout ça est en négociation. Merci beaucoup, Jean-Christophe Rozé. Merci à vous. Votre film Johnny Hallyday et la France rock'n'roll a été diffusé sur France 2 le 7 décembre dernier. Je pense qu'il sera rediffusé d'ici assez peu de temps, on peut l'imaginer. Je pense qu'il sera en tout cas rediffusé dans un an à une certaine date anniversaire. Par exemple. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors maintenant que nous avons redécouvert l'incroyable vie de Johnny Hallyday, le vendredi vous nous proposez des coups de cœur. Aujourd'hui c'est un livre. J'ouvre le feu moi aujourd'hui. Vous ouvrez le feu, exactement. Vous lancez le vendredi des coups de cœur dans Au cœur de l'histoire avec un très beau livre que vous avez dévoré, Franck. Vous savez, c'est Cédric Héritier de Fougerolles qui ont créé en 2010 ces éditions Lacurne, qui ont une ambition passablement nostalgique, mais qui, moi, me convient très bien. Il s'agit de faire revivre de grands et beaux moments de la culture européenne des 19e et 20e siècles. J'allais dire tout ce qu'on aime, vous savez, enfin tout ce que j'aime, moi, en tout cas. Le nouvel opus des éditions Lacurne est donc quasiment une œuvre d'art, peut-être même un peu mieux qu'une œuvre d'art. C'est un concentré d'art de vivre, un hymne à la Café Society, rayonnant autour de la personnalité élégantissime d'Alexis de Rédé. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le baron de Rédé, rappelons qu'il s'agit d'une des brillantes figures du tout Paris de l'après-guerre. Il n'a disparu qu'en 2004, il a tiré sa dernière révérence en juillet 2004, Alexis de Rédé. Il était devenu l'intime et le conseiller du grand homme d'affaires Arturo Lopez-Wilshaw, le restaurateur de l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis, aux côtés d'Arturo Lopez justement, et plus tard de Guy et de Marie-Hélène de Rothschild, une sorte d'arbitre absolu des élégances parisiennes. Et lorsqu'il s'installe aux rives de la Seine, on est donc au printemps 46, c'est encore à l'époque un jeune homme de 24 ans, un jeune homme doré sur tranche, héritier de 2 lignées de banquiers juifs austro-hongrois et allemands, des lignées qui ont été l'une et l'autre anoblies. Il a fait ses études au Rosé. D'ailleurs, il avait comme camarade de classe le futur prince Régnier et le futur Shah d'Iran. Ah oui, en effet. Il a fait donc souche à Paris, alors au sommet de son glamour, dans le sillage de l'archimondaine Elsie de Wolfe. Paris, dans les années 45, 6, 7, c'est une chose qu'on a un peu oubliée, mais c'était l'élégance absolue. Alexis va devenir l'intime des Windsor, du comte de Beaumont, de Paul-Louis Weller, de Carlo de Bestegui, de Francine Weisweller, de Barbara Hutton. Vous avez des photos dans l'album qu'il montre en train de siroter un cocktail à Saint-Moritz avec Tennessee Williams. En couverture, il s'apprête à danser avec la princesse de Polignac. Enfin, tout ça, c'est les rich and famous, vous savez, qui ont fait la gloire d'une certaine presse à une certaine époque. Le bel ouvrage que j'ai donc dans les mains et dont je peine à m'abstraire tant il brille de 1000 feux comme un impressionnant miroir aux alouettes, cet ouvrage est surtout la mise en forme, si vous voulez, des mémoires, des souvenirs collecté par un chroniqueur royal britannique très célèbre, Hugo Vickers. Ce Hugo Vickers a réuni cette espèce de manne inespérée des souvenirs d'Alexis de Rédé. Il les a rédigés à la première personne et en somme, nous avons là la réédition richement illustrée des mémoires posthumes de Rédé qui sont parus dès 2005. Alors un petit aperçu quand même pour vous caler sur la note, si vous voulez, c'est donc le baron qui parle. Il y a quelques années de cela, à l'Élysée, je me retrouvais assis à côté de Madame Tibéri, l'épouse du maire de Paris. Elle me demanda « Et vous, monsieur, que faites-vous dans la vie ?» « Je ne fais rien, madame. »« Rien ?
Mais personne ne fait rien, mais si, et je suis toujours très occupé, figurez-vous. On n'a jamais assez de temps pour faire quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, je la rencontrai de nouveau, raconte Alexis Drédé, à la mairie de Paris cette fois. Elle me dit alors « Ah, je vous reconnais, vous êtes le monsieur qui ne fait rien. » Que peut donc recouvrir ce fameux rien qui m'occupe tant ? Voici une question bien difficile. On pourrait sans doute trouver quelques indices en me demandant ce que j'aime et ce que je n'aime pas, mais je préférerais encore qu'on se souvienne de moi pour avoir restauré le vieil hôtel Lambert, pour avoir reçu mes hôtes avec un certain faste, et pour avoir maintenu jusque dans une époque à laquelle ils ont pourtant totalement étrangers les usages du monde d'hier. Je n'aime ni la ferveur excessive ni l'enthousiasme, dit-il. Je chéris le confort, le style et le luxe. Je n'aime pas les hommes dont les chaussettes sont si courtes qu'elles laissent apparaître la peau quand ils croisent les jambes. Je n'aime pas non plus les hommes qui se dispensent de porter une chemise blanche le soir. En fait, je déteste beaucoup de choses de ce genre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.